Voilà, voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Vous pouvez démarrer. Eh bien, on commence. Alors, messieurs, mesdames, donc, Erev Tov, grande joie pour moi de reprendre après comme ça ces longues semaines d'absence, mais bon, malheureusement, j'étais bien occupé ces derniers temps. Et puis, surtout, les horaires de Mincha et Mariv ne correspondent pas avec les cours. Maintenant, ça y est, ça s'arrange. Ça s'arrange. Arvid va être plus tôt et donc on pourra de manière normale reprendre la suite. Il y a le cours là. Et comme je vous l'ai dit donc au mois de juillet, j'espère Hachem vous faire donc un programme complet de revoir donc les halachot Shabbat. Hein, c'est précisément le sujet que nous étudions en Kollel Beyoun. Et donc, je vous ferai profiter donc des résultats de cette étude et dans le concret de chacun de nos Shabbatot. Maintenant, on est à quelques jours de Rosh Hashanah, une semaine avant Rosh Hashanah. Donc, il est temps on va dire, on aurait dû le faire déjà depuis le début Elul, mais bon, il n'est jamais trop tard. On va rappeler les points essentiels du mois de Elul et de l'entrée dans Rosh Hashanah, la tête de l'année qui va influencer, qui va impacter l'ensemble des jours de cette année. Vous savez que pendant ce mois de Elul, on doit augmenter dans tous les halakim de la Vodat Hashem. Vous le savez, on en a parlé les années passées. Ani le Dodi Vedodili, c'est donc l'amour du clan Israël pour Dieu et l'inverse aussi, Dieu pour clan Israël. Et donc, ce sont les psukim, les télim qu'on ajoute. Vous savez que le Minak Rabat, c'est d'ajouter 3 lignes télim par jour depuis le début de Elul. Sachez que ceux qui, pour une raison quelconque, n'ont pas pu commencer ou ont sauté parfois, c'est rattrapable. Donc reprenez. Si on est le 20e jour, ben vous faites 3 fois 20, 60, et ben on fait le télim jusqu'à 60, ainsi de suite. Ani le Dodi Vedodili. Ensuite, on augmente aussi dans l'Imoud Torah. Il nous reste quelques jours, marqué dans le Passouk pour les villes de refuge. Veina leyado, vesamti lechamakom lanus, c'est Rachetevot, Elul aussi. Les villes de refuge, le refuge du juif, c'est la Torah. Quand le Yetzer Hara, les difficultés arrivent, Moshreu le Bet Midrash, emmène-le dans la salle d'études et tu pourras le vaincre. Tu es protégé par la Torah. Donc, ajoutez un petit peu. Donc, on ajoute dans les halachot. Ensuite, on ajoute dans Gminut Rasadim. Si vous avez l'habitude de donner, on va parler en euros, 20 centimes d'euros à chaque tefila, vous allez mettre 30 centimes, 40 centimes un petit peu, parce que, encore un rachetevot, ish le re'eu, c'est marqué dans la Megillah, chacun donnera à son prochain, ou matanot la ebionim, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. C'est les rachetevot, très connus, célèbres, mais chaque année le rabbi le répétait, donc on se permet de les répéter. Donc, un petit peu habituez-vous vous-même, vos enfants, de donner une petite pièce de plus parce que c'est le mois d'Elul. Ensuite, c'est le mois de Tchouva. Pasuk dit Umal Hashem et levavcha et lev zaracha. Dieu fera la circoncision de ton cœur et du cœur de ta descendance. C'est Rachetevot aussi. Umal Hashem, Alev, Lamed, Vav, Lamed. Encore une fois, c'est Tchouva. La circoncision, c'est la Tchouva, c'est enlever le prépuce qui est en trop. Et puis, le couronnement de tout ça, c'est, on sait combien nous sommes les chassidim de la Géoula, combien chacun de nos jets, de notre étude, de notre philo doit être orienté vers le souhait de la Géoula. C'est marqué, Asher Hashem va yomrou les morts. C'est Rachetevot, Elul, Aleph Lamed, Vav Lamed. Asher Hashem, et ils ont dit. Donc, ce mois de Elul, c'est encore un mois de Géoula. On sait qu'il n'est pas venu l'année dernière, mais on s'accroche encore et on sait qu'il peut venir. Hein, comme un jour avait dit le rabbi, avait dit, qu'est-ce que ça veut dire vivre avec la Géoula? Le rabbi a répondu une fois que vivre avec la Géoula, c'est avoir la certitude qu'il peut venir dans notre temps. Quelquefois, ça peut être un peu flou dans notre tête, et puis on voit les jours passent, et puis on voit les épreuves qui se multiplient parfois, et donc on peut pas ne pas y croire, Shalom, c'est partie des fondements de notre émouna, mais on dit, bon, peut-être pas pour nous, c'est pas pour nous, c'est pour plus tard. Eh bien non, il faut avoir cette conviction, c'est pour nous, pour notre génération, et ça, c'est être un homme de Géoula. Voilà donc la avoda de ce mois-là. Maintenant, on va
rentrer dans les choses plus pratiques, on approche la semaine prochaine, donc dimanche prochain, c'est Rosh Hashanah. On a passé Chayeloul. De Chayeloul jusqu'à la fin du mois, il y a 12 jours. Chacun nous incite à faire tchouva sur le mois qui correspond. Le jour, c'est Tishrei, ainsi de suite. Tishrei, Cheshvan qui se lève. Et nous allons faire le Prose Bowl. C'est une opération que tout le monde fait. Et toutes les personnes qui auraient prêté de l'argent afin d'avoir le réchoute, la permission de réclamer les dettes en question, eh bien, on fait cette opération-là, où on le dit oralement, où on écrit un petit papier. Vous allez voir dans toutes les choules, on va prévoir dans des petits papiers où on transmet nos dettes au Beddin. Nous n'avons pas, nous, ceux qui avons prêté de l'argent, le droit de réclamer cet argent, mais en faisant ce protocole en question, eh bien, nous transmettons les dettes au Beddin, et le Beddin, lui, il a la force de réclamer. Donc, ça permet de contourner ce problème des prêts, de la rémission des prêts. Et comme nous dit nos Chachamim, c'est très difficile de prêter de l'argent si on sait qu'on ne va pas être remboursé. Donc, ils ont trouvé ce système-là. Donc, c'est un grand minag maintenant. Le jour où on va faire Atat et Tarim, donc dimanche prochain, et Rosh Hashanah, on va faire aussi la cérémonie du Prose Bowl. Ça, c'est un petit rappel. Pour Erev Rosh Hashanah, je me permets de vous rappeler certaines choses qu'on peut être amené parfois à oublier et qui sont les suivants, qui sont que nous devons, bien sûr, nous laver à l'obligé, etc., avoir des habits propres pour Rosh Hashanah. On a une confiance absolue que Jvorou va accepter notre tchouva. Mais se couper les cheveux, sachez que les khatrila, il faut absolument les couper avant Khatsot. Après Khatsot, on est occupé à autre chose. Donc, pensez, messieurs, pensez, regardez en Israël à quelle heure c'est Khatsot. En France, pour l'instant, c'est à 2h moins quart. Donc, on peut se couper les cheveux jusqu'à 2h moins quart. Après, c'est problématique. L'avoda aussi que nous avons en ce jour donc de rêve Rosh Hashanah, c'est augmenter dans la tzedaka, encore plus que tous les mois de Elul. Donc, on fait un effort dans la tzedaka, quelque chose qui nous demande un effort, parce qu'on a besoin de Rachmei Shamayim. Et comme dans tous les derniers prakim que nous avons étudiés ces derniers jours dans le Tanya, où il insiste tellement sur la tzedaka, qui descendent toutes les forces que l'on investit dans notre travail, donc descendent dans l'argent que l'on gagne, et donc on le donne à autrui, on le donne à son prochain, eh bien que je nous donne. Ensuite, pour continuer avant de rentrer dans les pratédinim de Rosh Hashanah, sachez que la avoda générale de Rosh Hashanah, c'est la avoda, comme vous le savez, de Kabbalatol. Kabbalatol, ça veut dire on accepte sans discuter, sans faire des distinctions dans la valeur et l'impact des mitzvot. Et bien tout simplement, on prend sur nous le joug d'Hachem, et donc même les Talmidei Chachamim qui ont l'habitude d'étudier profondément, de profiter du plaisir que donne une Limud Torah, et bien il est conseillé à tout le monde pendant ces un peu plus de 48 heures de Rosh Hashanah, dès qu'on a un moment de libre, eh ben, on investit dans les Teilim, dans la Tfila. Donc, ayez un livre de Teilim à côté de vous, et dès que vous avez un petit moment de libre, de parler, de dire des Dvarim Betelim, etc., on fait Teilim, donc une avoda qui n'est pas facile pour quelqu'un qui est dans l'étude, qui est toujours intéressé par des concepts nouveaux, qui réfléchit à des finesses. Passer son temps à faire Teilim, c'est parfois pas facile, mais précisément c'est là que l'on montre que l'on est Mekabel Ol Shamaim sur soi, le jour divin. C'est un jour où on fait tout pour s'approcher d'Hachem, même si on n'a pas une jouissance spéciale du Limud Torah, sur lequel il est dit que Pikoudé Hachem, les ordres divins, sont Yesharim, sont droits, ils sont Messam Prélève, ils réjouissent le cœur. Mais là, le jour de Rosh Hashanah, on est plus de Kabbalatol, Malchut Shamaim. Voilà donc la présentation générale. Maintenant, nous allons rentrer dans les pratédinim. Je pense que vous avez eu l'occasion de les revoir, on les a vus les années passées. Mais chaque année, les nombreuses questions que j'ai qui reviennent constamment, qui sont récurrentes, donc on va tâcher de les dire rapidement pour nous rafraîchir la mémoire. On arrive Rosh Hashanah le soir, on a le Marzor, on a des tfilotes. Dans les tfilotes, il y a beaucoup de différences entre les tfilotes de Rosh Hashanah et les tfilotes de Chol. Ensuite, après Rosh Hashanah, on est dans la Aseret Yemei Teshuvah,
il y a des différences dans l'Amida classique Oui. par rapport à l'Amida de la Salat Mechouva. Alors, la première sur laquelle il faut rappeler, c'est que, comme je viens de le dire, le concept de Malchut, Kabbalato, est tellement fort que les Chachamim ont institué une phrase forte, qui a un grand impact, et si on change cette phrase avec le sens profond qu'il contient, ça invalide toute la tefila. Tous les jours, Baruch Hashem, dans les tefilot, on dit Baruch Ata Hashem, Akel Akadosh. Béni sois-tu Hashem, qui est le Dieu saint, un Dieu saint. Kadosh, c'est-à-dire saint, élevé, très 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 haut. Eh bien, pendant les 10 jours de pénitence, à Salat Metchouva, le terme divin doit être prononcé par Amelech Akadosh. C'est-à-dire, c'est un petit mot. Mais quand on voit les concepts philosophiques profonds qui s'habillent dans une petite halakha, c'est quoi cette petite halakha? Si j'ai oublié, j'ai dit Akel Akadosh, est-ce que c'est pas. Y a-t-il plus beau que de dire qu'Hachem il est saint? Eh bien, si tu oublies le concept de Malchut, ça invalide cette fila. Une personne dit Baruch Hashem, Baruch Ata Hashem, Akel Akadosh, au lieu de dire Baruch Ata Hashem, Amelech Akadosh, ça ne veut pas dire Amelech. Il peut se rattraper dans les 3 secondes qui suivent. Il ne se rattrape pas dans les 3 secondes qui suivent, il doit recommencer toute la vida. Il continue surtout pas. Il arrête sur place, fait 3 pas en arrière, 3 pas en avant, il reprend la mida. Vous voyez à quel point ce mot-là de Malchut est important. Et encore une fois, ce n'est pas une halakha sèche. Il faut intégrer. Si un Meller qui a tellement bien remplacé Akel qu'il invalide le Noussach habituel, la version habituelle, ça veut dire que c'est une notion essentielle. Il y a un autre endroit un peu plus loin dans la Salat Metchouva où on ajoute quelque chose. Toute l'année, on dit Meller Ohev Tzedaka Mishpat, le roi qui aime la tzedaka et le mishpat. Là, on parle du roi. Mais les Chachamim ont dit maintenant, il faut insister plus. On en parle, mais il faut insister. Il faut dire Aham Meller Amishpat, le roi de justice. Pourtant, j'ai parlé de le roi. J'ai dit Aham Meller Tzedaka Mishpat, qui aime la tzedaka Mishpat. Oui, mais si tu n'as pas été maddish, c'est pas bon. Alors là, il y a une petite différence par rapport à la précédente halakha, c'est que si une personne a dit le noussach habituel, Melech Mishpat, il n'a pas dit Amelech Mishpat, il continue sa mida, il les quitte. Comme ça, et posek le Admorazaken. Comme il a dit le mot de Melech, il les quitte. Seulement, il dit Admorazaken, Tov, les Palel, Nedava Shenit. C'est bien. Il ne dit pas que c'est indispensable. C'est bien de faire une deuxième amida en se corrigeant et en disant Hameler Amishpat. Pourquoi il dit ça? Parce que si on regarde dans le Grand Shulchan Aruch, on voit que la chita du Bet Yosef, du Mechaber, qui considère que dire Hameler Amishpat, c'est invalidant. Si on s'est trompé, c'est comme Hameler Hakadosh. Ça invalide complètement l'amida. Donc il faut repartir. Si on a continué, il faut reprendre cette amida. On ne repart pas à zéro, mais il faut reprendre à partir de cette bracha-là. Melech Ohev Tzedaka Mishpat, remplacé par Amelech Mishpat. Comme ça pense le Mechaber, comme ça c'est le minag des Sfaradim d'ailleurs. Le minag Rabat n'est pas comme ça. Le minag Rabat, c'est qu'on est quitte quand même, mais comme je dis quand même, ça veut dire comme cette chita du Mechaber, elle existe, donc il dit Admorazaken, puisque d'après le Mechaber, on n'est pas quitte, donc c'est bien, il est bon, je ne dis pas que c'est indispensable, mais il est bon d'en faire une deuxième. Donc tâchez de faire attention. Et tous les autres rajouts, vous savez, il y en a beaucoup, genre Chemoulé Chaim, rappelle-toi de nous, pour la vie, etc. Beaucoup d'autres rajouts, ceux-là ne sont pas invalidants. Si on a oublié, on continue. On n'est pas obligé de recommencer sa amida. Donc je résume. Il faut savoir, il faut se rappeler. Dimanche soir prochain, on va rentrer dans des nouvelles amidotes, nouvelles pilotes. Il faut bien faire attention, pas se tromper. Peut-être qu'à Rosh Hashanah, on ne va pas se tromper parce qu'on a le marzo, on lit tout dans les mots. Mais malheureusement, on n'a pas l'habitude. C'est dommage d'ailleurs, parce que le rabbi conseille toujours de lire, toujours, même une fila qu'on connaît par cœur, de la lire dans les mots du livre, du Sidour. Bon, Al-Kol Panim, on est à Salat Metchouva. Malheureusement, on ne dit pas tout dans les mots, on fait un peu par cœur, donc on se trompe. On a dit Amelech Hakadosh, on a dit Akel Hakadosh, on recommence la mida à zéro. Sauf si on s'est rattrapé dans les
dans les 3 secondes. Et je dis bien n'importe où, on se rappelle n'importe où, au milieu d'une Birkat Hashanim, en plein milieu, on se rappelle, ah, je me suis trompé. Mieux que ça. Même si on a un doute si on s'est trompé. Voyez, jusqu'où ça va. On a un doute. Il n'est pas sûr d'avoir dit à Melech HaKadosh. Peut-être j'ai dit à quel HaKadosh, je ne sais pas. Mais bon, on recommence, même dans le doute. Pourquoi? Parce on dit qu'on a une chazaka, on est présomptueux. Étant donné qu'on a l'habitude de dire de dire à quel HaKadosh, la présomption veut dire qu'on a fait comme d'habitude, donc on recommence. Regardez à quel point cette chose-là est chameau. Par contre, quand on arrive, comme j'ai dit tout à l'heure, à Melech HaMishpat, alors là, Bediavad, on est quitte si on a dit Melech Oev Tzadak HaMishpat, on est quitte Bediavad. Mais les khatrila, c'est bien, hein, tov, comme dit Admor Zaken, d'en dire une deuxième, mitorat nedava. On a le droit de faire une nedava, de faire un cadeau à Hachem en quelque sorte, une fila de plus. Voilà donc le petit rappel sur la mine. On avance, on finit la fila, on se souhaite Shana Tova Mukta, Shana Tova Tikat Techatem, on se souhaite dans cette petite phrase courte, on va à la maison, il y a un céder, quelque chose à faire. Bien sûr, les mamans allument les bougies en disant Shériano, le papa dit Shériano le premier soir, et comme si Mantov, on mange, notre minag, c'est manger une pomme. Dans certains autres minagim, on mange un tas de choses, des blecs, de choses, avec des phrases, etc., des hiératson. Nous, on ne fait que sur la pomme. Alors, question traditionnelle, est-ce que la pomme se mange avant le moti ou après le moti? La réponse, rappelez-vous, la pomme, comme un fruit habituel, se mange après le moti. Donc le seder, on fait moti, on mange un peu de pain, et après, on distribue un morceau de pomme à chacun des membres de la famille. Autre question, est-ce qu'on fait la bracha? La réponse est oui, on fait la bracha, même que la mange en début du repas. Autre question, on dit aïe ratson. C'était Shana Azul, Shatova Mtuka. Eh bien, dire cette petite phrase, ce petit hiratson, eh bien, on l'introduit après la bracha et avant la consommation de la pomme. Et ce n'est pas considéré comme un chèque, comme une interruption. Donc, après avoir mangé le pain, on fait Haetz, on fait hiratson, après on mange la pomme. Alors, vous allez me dire, mais c'est une interruption. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a des possibles qui disent que non, il faut faire le hiratson ou avant carrément, ou après la consommation de la pomme, mais pas au milieu, entre la bracha et la pomme. Taminag du Rabbi Rayat, qui est tout à fait compréhensible, parce que dans de nombreux cas, on introduit des rajouts dans un seder avant de consommer une nourriture sur laquelle on a déjà fait la bracha. Vous le savez très bien, pendant le kiddush, on fait à Geffen, bracha, puis on fait le texte du kiddush, Hashem Kadash Shabbat, après on boit. Ah, mais comment ça se fait? J'ai fait à Geffen, je devrais tout de suite boire le vin. Dans la mesure où le kiddush, c'est lui qui amène le vin, donc il fait partie intégrante de la consommation du vin, et le vin lui-même fait partie intégrante du kiddush, donc c'est pas un hebsek. Vous avez le même concept, Motzai Shabbat. Motzai Shabbat, on fait l'Avdallah. D'abord, on fait à Geffen, et puis on fait le Or, le Bessamim, le Or. Après, on dit le texte, et seulement après, on boit le vin. Ah, voilà, il y a une interruption. Même idée, dans la mesure où tout ça, ça fait un package en quelque sorte, c'est tout un CDR, eh bien, ce n'est pas considéré comme un FSEC, comme une interruption. C'est la raison pour laquelle on dit le minag rabat en tout cas. Hein, on peut discuter, le minagim, bon, prochain, tout minag a un shoresh, a une source. Notre minag, c'est de faire le hiratson avant la consommation et après la bracha. Ça, c'est pour le premier soir. Le deuxième soir, vous savez qu'il y a un safek, il faut faire un jour, 2 jours, fameux safek, donc on a l'habitude d'apporter un nouveau fruit. Pour les femmes qui font chez Cheyanou sur les bougies, si elles peuvent avoir un nouvel habit, une écharpe ou autre chose, c'est bien. Ou bien si elles peuvent elles-mêmes, à côté de la Katnerot, mettre un fruit nouveau, c'est bien aussi. Pour les hommes, donc, qui reviennent de la choule, ils mettent le fruit nouveau sur la table. Là, la question se pose encore. Est-ce que ce fruit nouveau se mange avant le moti ou après le moti?
On a dit que la pomme se mangeait le premier soir après le moti. Le fruit nouveau, vous avez tous la réponse, se mange avant moti. Pourquoi? C'est tout simple. Parce que ce fruit nouveau trouve sa justification le deuxième soir pour enlever le safek. Faut-il, oui ou non, dire Shechianou le deuxième soir? Pour enlever le safek, donc on amène un fruit nouveau. Mais le Shechianou, on le dit dans le texte du Kiddush. Donc, puisque ce Shechianou, il tombe aussi bien sur le Kiddush que sur le nouveau fruit, donc il est logique de manger le nouveau fruit le plus proche, le plus samour de la bracha de Shechianou. Quand on a fait la bracha de Shechianou dans le Kiddush, donc tout de suite après, on mange un nouveau fruit, une grenade, un autre, vous savez, sur le nouveau fruit. Ensuite, on fait moti et on mange. Donc, si vous rappelez la logique, les gens se trompent beaucoup entre la pomme et le nouveau fruit. Tout simple, la pomme, c'est après le pain, le nouveau fruit, c'est avant le pain le deuxième soir, pour la raison que je viens de vous dire. Pour être masmir, pour le rendre le plus proche possible du Shechianou du Kiddush. Voilà donc un petit rappel c'est des petits détails, mais au Hachem, c'est très très bien que la Torah ait fait de petits détails. Et des fois, le détail, c'est essentiel. Dans un autre sujet, vous savez très bien qu'une paire de tuilines, il suffit qu'il y ait un yud qui manque, une toute petite lettre ou une lettre coupée, ils sont invalides. Une personne m'a demandé aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, même dans un guet. Elle m'a dit comment dans un guet, il y a une petite erreur, une petite lettre, alors le guet n'est pas valable, c'est une catastrophe, etc. Les exemples sont multiples. J'ai répondu que, tu te souviens, il y a quelques années, il y a une fusée qui allait dans l'espace, puis malheureusement, il y avait un cosmonaute juif dedans avec un Sefer Torah. Bon, elle n'est jamais revenue, enfin, elle est revenue en morceaux, la fusée. Il y a une toute petite erreur, toute petite vis qui a pu bouger, hop, ça ne marche pas. Quand on a un système cohérent, un système entier, comme la création, comme tout ce qu'a fait Dieu, tout est cohérent. Rien ne doit manquer, rien de plus, rien de moins. Donc, les petits détails font partie de la vie du juif. Chaque chose, il faut faire extrêmement attention, et tout le monde le sait, les femmes qui vont mikvé le savent, combien il faut être mis de dans chaque chose. C'est comme ça, c'est la vie du juif, et c'est ce digdou qui fait notre épanouissement, notre force et notre équilibre. On continue donc. Là, je vous dis beaucoup d'halachot ce soir. D'habitude, je l'ai dilué un petit peu, mais là, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps avant Rosh Hashanah. Donc, je voudrais vous dire le maximum de ces halachot. Maintenant, on avance. On a fait un bon repas, on est Bessimcha, malgré le fait qu'attention que c'est Yom Hadin. Donc, c'est un jour redoutable, il ne faut pas oublier. Pas de calvotroche, pas de bêtises, pas de blagues inutiles, mais non plus pas de tristesse. Il faut être Bessimcha. On a confiance, on est là, on est l'armée de Dieu, on va au maximum de nos forces, on sait qu'on n'est pas parfait loin de là, mais il faut être Bessimcha. Voilà. Nos Chachem nous disent soyez Bessimcha. Manger, Bessimcha, dites des mots de chizouk, etc. Mais pas de caloutroche. On arrive au Birkat Amazon. Voilà encore des détails à connaître. Birkat Amazon, vous n'êtes pas sans savoir que les fêtes, on ajoute un texte dans le Birkat Amazon. Shabbat, nous ajoutons Retse. Yom Tov, nous ajoutons Ya'aleh V'Yavo. Vous le savez. Il y a d'autres jours, on ajoute Chol HaMoed, on ajoute Ya'aleh V'Yavo. Rosh Chodesh, on ajoute Ya'aleh V'Yavo. Question traditionnelle, j'ai oublié le rajout. J'ai oublié Retse, j'ai oublié Ya'aleh V'Yavo. Est-ce que ceci invalide, cet oubli invalide le Birkat Amazon ou non? Non. Finalement, on a dit l'essentiel du Birkat Amazon, donc c'est bon, on est quitte. La réponse est, ça dépend. Est-ce que le repas pour lequel je fais le Birkat Amazon, c'est un repas obligatoire sous-entendu de manger du pain, ou non? Alors on va faire la liste. Yom Tov, le soir ou le midi? Shabbat, le soir ou le midi? Est-on tenu de manger du pain? Oui ou non? Réponse, on est tenu de manger du pain.
Encore une fois, il y a des discussions dans les poskim, beaucoup, mais en tout cas, le psak traditionnel, vous trouvez dans le Morazaken, dans le Shabora, oui, le soir et le midi, on est tenu de dire Ya'alev Avo à Yom Tov et Rété à Shabbat. Donc, conclusion, puisque il est obligé de faire moti, il est parti du Onek Shabbat ou Onek Yom Tov, puisque le fait de manger, la consommation du plat est obligatoire, donc c'est obligatoire d'arriver à un Birkat Amazon. Donc le Birkat Amazon que je fais, c'est un Birkat Amazon qui est chiyuvi, puisqu'il est chiyuvi, le rajout de nos chachamim, à savoir Retse Shabbat et Ya'alev Avo et Yom Tov, c'est un chiyuv. Puisque c'est un chiyuv, leur absence invalide le Birkat Amazon. En deux mots, vous oubliez Retse Shabbat le soir au midi, vous oubliez Ya'alev Avo le soir au midi de Yom Tov, Sukkot, Shavuot, Pessah, on recommence tout le Birkat Amazon. Quels sont les cas où il n'y a pas un chiyuv de manger du pain? Certes, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Chol HaMoed n'est pas obligé de manger du pain. Il ne faut aucune avéra de ne pas manger de pain. Rosh Chodesh, c'est bien de manger du pain, c'est bien de faire moti, c'est bien de faire Birkat Amazon avec Ya'alev Avo, mais ce n'est pas chiyuvi. Dans la mesure où ce n'est pas chiyuvi, ce n'est pas indispensable. Donc, il n'est pas indispensable d'arriver à dire ce fameux rajout que l'on rajoute. Donc, si on oublie Ya'alev Avo, Chol HaMoed, Rosh Chodesh, on ne recommence pas. Retenez, bien de savoir ces choses-là. À Purim, est-ce qu'on est obligé de manger du pain à Purim? Vous savez quand on ajoute un texte à Purim. Eh bien, la réponse, elle est que, le rôle des poskim disent que oui, on doit manger du pain, mais certains poskim disent qu'on peut être quitte du michté sans pain. Donc, d'après ces poskim, c'est pas un chiyuv de manger du pain, c'est un chiyuv. La souda, c'est un chiyuv, mais le pain n'est pas un chiyuv d'après cela. À cause de ça, si on oublie le texte que l'on rajoute à Hanouka ou à Purim, on recommence pas. Dans tout ce clal que je viens de vous dire, toute cette généralité, nous avons une exception, c'est précisément Rosh Hashanah. Donc, je vous ai fait toute une introduction pour réviser, on va dire. Ce sont des révisions, mais comme je dis et je redis, Chazorba, Kulaba, toujours répéter, bien intégrer les concepts, bien intégrer les idées, les gens demandent autour, ça s'oublie. Quelquefois, j'ai l'impression de me répéter moi-même et je vois qu'en me répétant, la moitié de l'Assemblée n'avait jamais entendu la chose parce qu'il y a des nouvelles têtes, parce qu'il y en a qui n'étaient pas attentifs la première fois qu'ils étaient dit. Donc, il ne faut pas hésiter à répéter. C'est You benecha kechadashim. Il faut prier Hachem tous les jours. Une petite parenthèse. Dans les Birkot Torah, le matin, on dit Ve'arevna Hachem Elokenu. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Ve'arevna. On demande à Dieu, fais que tes paroles, fais que ta Torah soit arev, qu'elle soit agréable. C'est une prière. On demande plein de choses à Hachem. On demande la bonne santé, la parnassa, les enfants, la réussite dans tout. Il faut aussi demander, pas seulement la Torah, demander à Hachem, fais que ta Torah soit douce, qu'elle soit pour nous. Quand c'est doux, alors on peut répéter 1000 fois les mêmes choses, eh bien on a toujours un plaisir dedans. C'est la ségoula de la Torah, c'est la force de la Torah, un plaisir. Certes que si on a des nouveaux élèves, des nouvelles assistances qui écoutent, le plaisir est multiplié, c'est certain, mais malgré tout, même sans cela, l'attachement qu'on peut avoir avec Torah Hachem, eh bien, fait qu'on a toujours du plaisir. Et la vérité profonde, c'est parce que dedans, il y a Dieu. Et Dieu, c'est le plaisir infini. Je continue. Donc, on est arrivé au Birkat Amazon. Donc, je vous disais que l'exception, c'était Rosh Hashanah. Je reprends une idée. Ce qui se passe à Rosh Hashanah, sachez que certains poskim, pas tous, au Hashem, on mange, l'immense majorité des gens mangent Rosh Hashanah, mais il n'y a pas d'interdiction de faire ta'anit, de jeûner en Rosh Hashanah. Il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi? Parce que c'est Yom Hadin. Donc, on peut imaginer qu'une personne qui voudrait se contraire un petit peu, faire une item et un il a le droit de le faire, c'est pas assaut. Les autres Yom Tov, c'est assaut. Rosh Hashanah, d'après certains, on peut se permettre de jeûner.
Compte tenu de cela, bon, Dakanidi, on est recherche ces chitotes, et d'après ces chitotes-là, donc, puisqu'on peut jeûner, donc on n'est pas obligé de manger du pain. Si on n'est pas obligé de manger du pain, donc le midi de Rosh Hashanah, si on oublie d'aller vers vous, on commence par Birkat Hamazon. Vous voyez? Si vous avez bien compris le principe, donc il y a un impact. Alors vous allez me demander, mais alors, et le Birkat Hamazon de dimanche prochain soir, du soir de Rosh Hashanah, quoi le dire? La réponse, c'est que oui, on recommence à aller vers vous le soir, la nuit de Rosh Hashanah, les deux nuits. Pourquoi? Parce que la nuit, on ne peut pas jeûner. Si quelqu'un qui veut jeûner, il peut jeûner que après, petit matin. Pourquoi pas la nuit? Parce que la nuit, il y a un chiyuv de kidouche. Or, nous avons un principe, El kidouche est là bimkom seuda. Un kidouche, le kidouche, on sera quitté que si on fait une seuda. Donc, on ne peut pas jeûner à ce moment-là. Donc, le principe évoqué depuis le début, à savoir que la seuda est indispensable, fait que si on oublie d'aller vers vous le soir, la nuit de Rosh Hashanah, les nuits de Rosh Hashanah, on recommence le Birkat Hamazon. Par contre, les midis de Rosh Hashanah, on ne commence pas. Je pense que vous avez compris tout ce principe donc des erreurs qu'on peut faire aussi bien dans la Tfila que dans le Birkat Hamazon. C'était un peu long, mais bon, on est obligé d'expliquer que si on n'explique pas, d'abord on ne peut pas se rappeler et puis on ne goûte pas la révo de la chose. Voilà. Donc, on est maintenant à Rosh Hashanah. Vous savez qu'il y a une mitzvah, Chaviva, qui est la mitzvah du chauffard. Question archi-traditionnelle, est-ce qu'on peut prendre un petit café, un petit quelque chose avant la quête chauffard? Je vous réponds que il est clair que celui qui peut ne pas prendre avant le fiat chauffard, rien du tout, c'est bien, une bonne chose. C'est un tchéma assez. Hein, c'est Avodata Chassidim qui essaie d'être médagdek bamisfot, on essaie d'aller au maximum, sachant que c'est une histoire fabuleuse qui renouvelle les forces que Dieu donne dans le monde. Cependant, il faut savoir que d'après l'halakha pure, quoi, si on veut dire, une personne qui sent que l'absence du café ou de quelque chose de chaud le matin va l'indisposer, les filotes sont beaucoup moins bonnes, etc. Sachez que si on prend une petite quantité, on peut trouver des hétériques. Donc chacun se jugera. Il ne faut pas non plus se juger tzaddik alors qu'on ne l'est pas. Hein, donc il faut faire un cheshbon tzedek. Une personne m'a dit, moi, une fois, je suis allé jusqu'au bout, j'étais épuisé, je n'ai pas apprécié mes filotes et tout. Donc, je lui ai dit, la prochaine fois, tu prendras un petit café, c'est tout. Vous voyez? Mais c'est sûr, c'est un minag de Chassidim d'essayer de ne pas prendre quelque chose avant la Tkiyat Shofar. Il y a beaucoup d'anagots, d'ailleurs, à Rosh Hashanah, comme ça, Yoman dit, même les fumeurs, c'est très dur de rester sans fumer. Il est marqué que les Khatrila, ils doivent s'efforcer de ne pas fumer ce jour-là. Bon, alors, vous allez me dire, un vrai fumeur, il va être malade pendant 48 heures à cause de ça, certes, mais en tout cas, celui qui peut, ben, c'est bien. Je connais beaucoup de gens qui se forcent à ne pas fumer le jour de Rosh Hashanah pour faire cette avodah-là. Ça, c'est donc la question, comme je vous dis, traditionnelle. Bon, il est clair que pour les Nashim, pour les femmes, dans la mesure où ils n'ont pas vraiment le chiyuv, c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, donc ils n'ont pas le chiyuv absolu d'écouter le chauffard, donc si elles ont besoin, elles peuvent prendre un café ou même un petit gâteau. J'aurai l'occasion de revenir sur les halachot de Yom Tov, mais ce n'est pas le moment maintenant, je reste vraiment concentré sur Rosh Hashanah. Une question qui m'a été demandée aujourd'hui, dont je vous en fais profiter, on n'a pas le droit, vous le savez qu'on n'a pas le droit de cuire d'un jour sur l'autre. Une personne qui voudrait cuire la semaine prochaine, le lundi après-midi, fait le repas pour le lundi soir, pour le deuxième jour de Rosh Hashanah, il ne faut pas le faire. On a le droit de cuire, de faire une lacha pour le jour même. Cuire d'un jour sur l'autre, c'est interdit. Je vous l'ai dit parce qu'on me l'a demandé aujourd'hui. Mais la mitzvah, comme je dis, c'est la tkiyat shofar. Je me permets, une petite minute. Je m'adresse aux hommes qui font milsaïm. Et je vais leur donner, je pense que vous l'avez fait l'année dernière, l'occasion d'écouter un petit peu une tkiya qui peut poser problème.
savez qu'il y a un minhag Chabad que quand on fait les 3 sons, les 3 shvarim, on fait un petit shever après. Outou, 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 outou. Et beaucoup de gens font, comme je viens de le dire, hein, outou, 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 outou. Ça veut dire les derniers tout sont collés. C'est le début d'une trompette, hein, d'une troua. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire outou, 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 outou. Il faut faire dans les poskim, c'est un bar, Betradash, on fait un demi-chever. Ça fait une grosse différence. Et beaucoup de gens ne connaissent pas. On a tâché de faire paraître des parutions ces dernières années pour expliquer à ça. Donc, je vais vous faire un petit modèle. Et pas. Vous voyez, une erreur qu'on voit beaucoup. J'en fais un complet. Et pas, regardez, en collant les toutous. Vous voyez, il ne faut pas faire comme ça. Bon, je reconnais comme ça, en une fraction de seconde, vous dire ça, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas facile, mais mitzvah des farcelles. En plus, les rabbinim me disent qu'il faut faire très attention. Et à la limite, quelqu'un qui ne se sent pas capable de le faire, il vaut mieux qu'il ne fasse pas ce 4e son-là, qu'il fasse des 3 shvarim, comme font les Sfardim, mais beaucoup de kilotes, même Ashkenazim aussi, sans faire un 4e. Voilà. Une chose qui était importante à dire. Maintenant, quand on fait Mitzaïm, vous savez que les femmes sont ptourot, donc un homme ne peut pas faire la bracha pour une femme. Par contre, une femme a le droit de faire la bracha. Donc, si vous faites Mitzaïm et que vous rencontrez une femme, vous lui dites de faire la bracha et puis vous lui sonnez. Vous avez certainement entendu que pour les Sfaradim, il y a toute une discussion pour les Sfaradim, que d'après le Mechaber, les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes sont dispensées, donc elles ne font pas la bracha. Bon, c'est des marloquettes, je ne veux pas rentrer dans les marloquettes, mais j'ai eu l'occasion de vous dire que beaucoup de poskim Sfaradim, le Rida et le Kafachaim, ils disent que les femmes peuvent faire comme la bracha. Bon. Donc, c'est bien de savoir. Mais les dati, éviter une marloquette, c'est beaucoup mieux. Hein, de toute façon, si ça fait des problèmes, vous sonnez du chauffard, tout le monde est d'accord. Pour une femme, ben, s'il faut, ben, on ne fera pas la bracha, c'est tout. Elles seront quittes sans bracha. Ah, bracha ena me'akebet. On a un grand klal, on a un grand principe, c'est que une bracha n'empêche pas donc l'accomplissement d'une mitzvah. Voilà, avant d'entendre vos questions, j'espère que vous êtes tous attentifs. Hein, je ne vous ai pas interpellé aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran. Et je ne vous cache pas que c'est frustrant hein, de parler sans avoir de répondant. Je vais quelques phrases pour résumer des halachot que je pense que la majorité d'entre vous connaissent. C'est Ilchot Ta'anit, pour le Tzom Gedalia, le lendemain de Rosh Hashanah, nous avons le Tzom Gedalia. Je laisse la philosophie, qu'est-ce qu'il faut apprendre ici, regardez dans les livres, regardez dans les sikhot. Mais il y a un psaume qui est juste après Rosh Hashanah, ça s'appelle Psaume Gedalia. Alors, encore une fois, les gens demandent, est-ce qu'il y a des exceptions, est-ce qu'une personne fatiguée peut ne pas manger, peut ne pas jeûner, pardon, ainsi de suite. Bon. Alors, Psaume Gedalia, c'est comme tous les autres psaumes, Sarah Betevet, etc., au 17 Tammuz, Sarah Tammuz, nous avons des cas de ptor, on a des cas d'exception où on peut être dispensé de dispense du jeûne. Le cas classique d'exception, c'est un cholé. Bien savoir, bien retenir ces choses-là. Alors je précise, quand je parle d'un cholé, je parle d'un cholé chez Enbo Sakana. Et pas une personne qui est en danger, une personne qui est malade. Comment détermine-t-on un malade? J'ai mal à la tête, ça dit je suis malade. Réponse non. Un malade, dans la définition, chez Enbo Sakana, c'est une personne qui est suffisamment faible, affaiblie, pour que
dans ce niveau de faiblesse fait qu'on s'alite. Je fais des grandes phrases parce que vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont arrivés à un niveau de faiblesse très grand, mais ils ne s'alitent jamais, ils ne supportent pas. Ceux-là aussi s'appellent malades, même qu'ils ne s'alitent pas. Mais on sait très bien que quelqu'un qui a une angine, le normal, la majorité de ceux qui ont une angine, ils s'alitent. Grippe, d'autres. Donc, une personne qui est relais. Je vais vous donner un autre cas de relais. Une femme accouchée, femme qui accouche, entre le 8e jour et le 30e jour de son accouchement. Entre le 8e et le 30e, elle est considérée comme chola, sans sakana. Pourquoi 8e? Parce que du 1 au 7, on en parlera après, pas ce soir, on en parlera, pour Kippour. Les 7 premiers jours après l'accouchement, elle est considérée en sakana, donc on lui permet de manger. Bon, ce n'est pas l'objet. Mais comme exemple d'une personne qui est à pi halacha est considérée comme malade, c'est une femme qui accouche et qui est entre le 8e et le 30e jour. Après le 30e jour, elle est plus malade. Voilà des exemples. Eh bien, une personne qui est dans cet état-là, qui est malade, il a le droit de manger tous les ta'aniot, y compris Tisha B'Av. Le seul où il doit jeûner, c'est Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, il faut avoir un niveau qui s'appelle Cholé Sheyesh Bo Sakana. Bien sûr, qui est toujours difficile à déterminer. Il faut voir dans les livres, il faut voir demander au médecin. Bon. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus pour savoir à partir de quel degré de maladie une personne est en sakana. Dans les hôpitaux israéliens, Sharet Tzedek et tout, des tableaux, ils ont des Horaod, Yorbar, beaucoup de rabbinim qui s'occupent de ça et qui le savent. Donc, je résume. Une personne malade, alitée, il a le droit de manger. Les autres cas classiques, pour Gedalia, une femme enceinte, une femme qui allait. Et de nos jours, on a l'habitude de dire que même si la femme a arrêté d'allaiter, mais que le bébé il a encore moins de 24 mois, moins de 2 ans, elle est considérée comme chola. Ce que Mara explique, c'est parce que après un accouchement, l'accouchement provoque un nitzparkou evarav. Les membres intérieurs, internes de l'Aïcha ont été mis à contribution, donc il faut un certain temps pour qu'elle rentre en place, et ils estiment qu'il faut 2 ans. Donc, avant 2 ans, elle est considérée comme malade, donc elle a le droit de manger. Donc, ça nous fait quand même pas mal une certaine latitude. Bébé a moins de 2 ans, elle peut manger. Elle est enceinte, elle peut manger. Voilà. Sinon, elle est tenue de jeûner, quitte à rester toute la journée au lit, n'hésitez pas, reposez-vous et tâchez de jeûner du mieux. Voilà donc un tableau général, donc je veux dire des petites halachot, mais il n'y a pas de petites halachot, des jours qui sont devant nous, Abaïm Alenu le Torah, les derniers jours de l'année, 82, Rosh Hashanah, Tom Gedalia, Aseret et Metchouva. Et Yom Kippour, Zat Hashem, on en parlera au prochain show. Voilà. Avant de conclure dans le cours, je vais attendre vos questions. J'espère qu'il y a des questions, des doutes que vous pouvez avoir. Je suis à votre écoute. Oui, ça va bien. Allô, vous m'entendez? Je vous écoute. Oui, je voulais vous demander par rapport aux jeunes de Guédalia, je sais pas, tous les ans. Approchez-vous du micro, parlez plus fort. Ok, attendez. Voilà, c'est mieux là. C'est mieux. J'étais en train de dire par rapport aux jeunes de Guédalia. Je ne sais pas pourquoi tous les ans on se pose 10 000 questions sur les slichot qu'il faut faire. Est-ce que c'est peut-être un peu compliqué? Je ne sais pas si voilà. C'est quoi les slichot qu'on lit le jour du Tzom Guédalia? Comment dire, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou est-ce que, enfin voilà, je sais qu'il y a toute une question sur l'ordre dans lequel on fait les choses. Ce qu'il y a de particulier, c'est que comme on fait pas notre minac, c'est on fait pas de slichot, pas de slichot, on fait des slichot à Rosh Hashanah. Donc, Ouais. on les met dans le moussar de tous les ta'aniot. Ça veut dire, on fait le tachanoun, et quand on finit la première partie du tachanoun, le nefilat hapaim, on va vers les 3/4 du sidour, et vous verrez, Tom Gedalia, et on lit le texte qui est inhérent à Tom Gedalia. Ça veut dire que, bien que c'est un jour de slichot,
ces slichot se lisent dans le même seder que tous les autres Taniot. D'accord. Donc, tout simplement, on prend dans le Sidour, il n'y a pas besoin d'aller dans. Parce que je sais que dans les livres des Slirot qu'on lit le matin, il y a une partie sur les Slirot du jour du Tzom Gedalia. On n'a pas besoin d'aller les prendre là-bas. Voilà. Oui, mais maintenant, ils ont bien arrangé. Dans les nouveaux Sidurim, ils ont mis ça avec les autres Taniot, Sarabetevet et tout. Donc, vraiment, il n'y a aucune différence. Faites le Tachanoun, Nefilet Tapaïm, mais hop, après on saute là-bas jusqu'à ce qu'on fasse toutes les pilotes jusqu'au bout, et après on revient, Manachnou, Manassé, etc. Avinu Malkenu. D'accord, très clair. Et juste, excusez-moi, une dernière chose, tout à l'heure, vous avez parlé de la différence qu'on faisait entre le moment où on mange la pomme et le moment où on mange le nouveau fruit. Est-ce que vous pouvez juste rappeler ça, parce que vous avez dit que c'était important et je voulais juste être sûr d'avoir bien Alors, compris. c'est important parce qu'il y a une embrouille, les gens ils s'embrouillent beaucoup. Bah oui, il y a une embrouille, donc c'est pour ça que juste si vous pouvez le répéter une deuxième fois, je pense que ça va, Pas de problème, s'il je vous suis très plaît, content de pour répéter. moi. Non, je suis d'autant plus content qu'un cours comme celui de ce soir, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'une redite que j'ai dit des dizaines de fois, vous voyez. Oui, mais comme il est tard, peut-être vous non, parce l'avez que déjà tu dit, vois qu'à mais chaque fois, il y a du répondant, que les gens disent ah là là, au contraire, on avait oublié. Donc c'est très bien, ça me rassure, vous voyez. Et ben, c'est alors très voilà. simple. Et la pomme, bon, c'est un siman, etc. C'est un siman, simanim. On dit simanan miltaï, on entend dans le miel, il faut que ce soit une année douce et tout et tout. Mais c'est un aliment normalement se mange dans le repas. Donc le normal, c'est qu'on fasse kidouche, qu'on fasse moti après qu'on le mange. Et Oui, alors, ça, c'est la première chose, donc c'est après. Pourquoi je dis ça? Parce que le deuxième fruit, on pourrait dire c'est pareil, le deuxième fruit de Shekhianou, un fruit normal se mange après le moti. Alors là, hein, c'est pour ça que j'étais obligé d'ajouter la raison ramenée dans les poskim, c'est que pourquoi est-ce qu'on mange le deuxième? C'est pas du tout pour Siman Tov, etc., et pour que l'année soit douce. C'est juste à cause du safek de Shekhianou. Donc, théoriquement, il faudrait le faire juste après Shekhianou, vous voyez? Donc, Shekhianou, quand est-ce qu'on l'a fait? Le Shekhianou, on l'a fait dans le kidouche. Donc, oui. dès qu'on a fini le kidouche, on prend le fruit pour que le Shekhianou, il tombe sur le fruit. Tout simple, vous voyez? Bon, oui, c'est tout simple, d'accord. Et C'est au tout niveau simple. du chiour, parce que vous n'en avez pas parlé, ce fruit-là, on doit manger, c'est quoi? On doit manger c'est un Alors, kazaïd pour. je vais vous dire, ce fruit-là, le minag haolam, c'est pas de manger un kazaïd, c'est de manger mon kazaïd pour ne pas rentrer dans le problème de la bracha. Cependant, D'accord. minag des c'est marqué. Voilà, bon, pardon. Je sais pas si les gens ils font, vous savez pas, quelquefois on dit c'est minag betarav, c'est minag des Rebbeim, ça veut dire pas pour tout le monde. Alors, mais comme de toute façon ce minag est rapporté dans les poskim, je dis la chose suivante, que celui qui voudrait faire manger un kazaït et faire la bracha chona, il n'y a aucun problème. Voilà. S'il a choisi un bon fruit, il peut se permettre de manger un bon morceau. Manger tout le fruit et faire la bracha. Après, absolument, on ne va pas dire, ah, tu te prends pour qui, c'est un minag des rébés, mais tout. Non, puis c'est marqué dans les postes, même à l'eau, quoi. On veut le faire. Mais ce n'est pas obligatoire, vous voyez. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Un point intéressant, puisque vous posez la question, euh, si vous faites Haetz et que vous allez manger d'autres Haetz en fin de repas, alors c'est bien de penser que la Haetz sur le fruit que vous allez faire, il tombe aussi sur celui du repas. Vous voyez? Parce que si le fruit en question que vous allez manger en dessert en fin de repas n'est pas sur la table, il faudra Ouais, refaire la bracha. Il faudra refaire la bracha. Donc là, ouais. si c'est sur la table, donc il faut avoir la kavana d'acquitter les deux. Donc sur les fruits de fin de repas, vous ne referez pas la bracha s'ils sont à côté que vous avez pensé. Et puisque vous en parlez, excusez-moi de reposer encore une question. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a un minag de ne pas manger de raisin noir ou rouge Rosh Hashanah, à votre connaissance? J'ai pas entendu ça. J'ai pas D'accord. entendu. Non. C'est peut-être vrai, mais je ne connais pas tous les minagim. J'ai pas entendu ça. Le seul truc, c'est les noix et les noisettes, alors. Hein. Parce que pareil, vous n'en avez pas parlé. Essentiellement. Ah non, je ne vais pas parler de tous les minagim. Oh là là, je voulais juste Non, vous n'avez pas parlé, non, mais bon, voilà, stable, puisque, en plus, ça, c'est un truc. Voilà. Bon, maintenant, dans ce minag des noix, alors, je ne dis pas des minagim, ils sont énormes, énormes. Il y en a qui disent que c'est d'Afka la noix, mais quand c'est écrasé, c'est permis. Il y en a qui disent que c'est seulement les noix, pas les amandes. C'est les amandes aussi. Et il y en a qui disent même les amandes écrasées. Donc, il y a toutes sortes de minagim sur cela. Et je ne suis pas arrivé à un bureau clair si c'est un minag particulier chez Chabad de faire ça. Donc,
sachez une chose, c'est quand c'est écrasé, c'est plus facile d'être méquille. Par exemple, du pralin, tout ça, des choses écrasées, c'est beaucoup plus facile d'être méquille. Il y a le bermoché qui parle de ça parce que c'est marqué que c'est pas bien, ça donne kio, ça fait de la salive et tout, mais quand c'est manger du pralin, ça ne vous donne pas de la salive, ça vous donne un bon appétit. C'est très bon, ça ne donne pas de la salive, kio, etc. Voilà. Autre question. Merci beaucoup. Allez, mesdames, des questions? Pas de questions? Tout le monde entend? On vous entend, Razerville. Non, surtout, j'ai entendu beaucoup de sonnettes, j'ai beaucoup de gens qui sont connectés, donc je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de questions. Oui, non, moi j'ai une question. Bonsoir. Allez-y. Oui. Non, parce que vous avez parlé sur Melech HaMishpat. S'il a pas fait Melech HaMishpat, mais il se rappelle 1, 2, 3 brachot après. Alors il revient à la bracha Melech HaMishpat ou pas? Oui. Alors ça, ce que vous venez de dire, c'est le minhag des Sfaradim. Chez Admor Hazaken, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il s'est trompé, il continue sa mida, il les quitte. Comme le minhag des Sfaradim de reprendre, alors Admor Hazaken il dit, c'est bien de reprendre toute la mida. Mais nous, on considère, si vous avez avancé ne serait-ce que d'une bracha, vous êtes quitte, vous pouvez continuer sans problème. Et on fait pas on fait la Nedava ou pas? Est-ce qu'il y a Makom de faire la Nedava? Je pense que vous n'avez pas bien entendu, je répète. Admor Hazaken il dit, on est quitte, vetov les palel shenit nedava. Tov, Donc ça veut dire, on continue en sachant que quand on a oublié. Il s'est rappelé juste après. Il a dit Meler, c'est d'accord, Mishpat. Il est arrivé là. Et là, je reprends, je rattrape, tu rattrapes rien, tu finis ta Amida, t'es quitte. Maintenant, vous avez une sheila. Est-ce que si je pourrais faire autre chose, à demander à Kenny, c'est bien de. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien de faire une deuxième Amida. C'est clair? Bon, ok. J'ai pas compris. C'est pas clair? Oui, bon, non, c'est juste un peu bizarre parce qu'il pourrait revenir, il ne revient pas, mais en plus. Oui, il pourrait revenir, il ne revient pas, mais n'oubliez pas une chose. Là, vous rentrez dans des questions plus profondes. N'oubliez pas que s'il reprend, ça veut dire qu'il aura fait des brachot en plus. Il aura fait 2-3 brachot, ensuite il va reprendre la Melech HaMishpat, et les brachot qu'il aura fait, il va les recommencer. Il y a un goût de bracha levatala dans cela. Par contre, s'il finit la Amida complètement, il les quitte entièrement, on a toujours le droit de refaire 2-3 Amidot. On ne le fait pas parce qu'on n'a pas la Karana, mais on peut le faire, c'est jamais bracha levatala, de refaire une Amida entière. Okay. Est-ce que vous savez la nuance? Une grande nuance. Il y a un point, il y a peut-être un peu bracha levatala si vous reprenez Melech HaMishpat. Si vous en avez fait 2 ou 3 comme ça, maintenant vous allez reprendre. C'est-à-dire recommencer. Donc Admor Hazaken dit c'est mieux, c'est le Rama Bemet à la base. Il dit non, tu finis tout, tu fais aucune bracha en trop, tu finis toute ta mida. Maintenant, puisque d'après le Mechaber, il fallait reprendre, tu peux reprendre toute la mida. Et ça, c'est jamais bracha levatala de reprendre toute une amida de Aleph à Tav, du début à la fin. Voilà. Et puis, aussi, encore une question sur le fruit qu'on mange le deuxième soir. Avant le motzi, pour le Sheikh Yanou, on fait bracha acharona sur ce fruit ou pas? Avant le motzi. Donc, on a demandé tout à l'heure, dit comme ça, si on fait bracha acharona ou pas, ça va dépendre combien vous allez manger. Si vous allez manger un kazaït, vous faites bracha acharona. Si vous n'allez pas manger un kazaït, vous ne faites pas bracha acharona. Maintenant, tout à l'heure, on a demandé une deuxième question. Est-ce que le minhag, c'est de manger un kazaït et de faire bracha acharona? Bien non, le minhag, c'est pour éviter le problème de manger moins. Alors là, je dis que chez les rébéim, ils ont mangé un kazaït mis à bracha acharona, mais il n'y a pas un minhag comme les rébéim pour chacun. Donc chacun fera comme ça lui plaît, s'il a envie, il peut, mais ce n'est pas obligatoire. Clair? Oui. Autre question, allez-y. Oui, Rav Zerbib, vous avez dit là que on devait se rendre quitte sur le dessert. Pour se rendre quitte sur le dessert, est-ce qu'il faut qu'il soit présent sur la table? Alors, il faut.
Le dessert. Oui, il faut une des deux conditions suivantes. Ou bien qu'ils soient sur la table, alors même sans kavana spéciale, ça les acquitte. Ou bien s'ils ne sont pas sur la table, il faut que j'ai la kavana. Ah, Au moment d'accord. où je prends la ragonade, je dis voilà, je veux acquitter les fruits qui sont à la cuisine, comme on a dit tout à l'heure. Mais s'il n'y a ni l'un ni l'autre, si les fruits n'étaient pas sur la table et qu'ils n'avaient pas la kavana, il faut recommencer la bracha. Très bien. Merci. Voilà. Et Rav Zarvif, ça veut dire que si on sait qu'au dessert, on va manger des fruits de l'arbre, c'est mieux du coup d'y penser, parce que sinon c'est comme une bracha chez une tzricha, de ne pas chercher à acquitter les fruits du dessert. C'est ce que vous êtes en train de dire en fait? Non, 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 je ne sais pas ça, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire ça. Non. Non, non, je ne suis pas en train de dire ça. Si pour une raison quelconque, ni j'avais la kavana à en prendre, ni ils étaient à table, je ne vais pas dire ah non, je vais éviter parce que c'est bracha shana tzricha. Dans la mesure où j'avais ni la kavana ni était devant moi, je peux toujours refaire la bracha. J'ai envie même de vous dire, que il y a une adifout aussi d'avoir aucune kavana, ce qui permettra de faire une bracha de plus. Vous savez que les jours du Yom Tov, on a ce problème des brachot. C'est pas plus mal quelquefois d'ajouter les brachot de cette manière. Je dis qu'il faut faire attention. Ce que j'ai vu faire ça, par exemple, une personne avait fait un hetz sur la grenade, et puis il y avait des fruits sur la table. Il a recommencé en fin de repas, ça c'est une erreur. Parce qu'étant donné que les fruits étaient sur la table, donc ils étaient acquittés par la première bracha qu'il a faite. Et ça même sans kavana. Sans kavana, on considère que tout ce qui est devant soi, table, est déjà inclus dans la bracha. D'accord. Même si il peut y s'écouler, en fait, il y a toute la durée du repas qui va passer. C'est-à-dire, on aura le temps de. Ça change rien. Oui, parce qu'on est à souk, Be'achila. C'est pas une question de partir. On est à table, on va manger. Donc, si on fait un chéakol, imaginez vous faites un chéakol sur une glace, par exemple, sur un dessert, et vous discutez 1 heure à table, on vous amène un autre chéakol, il est quitte aussi, vous voyez. On est toujours... C'est intéressant. Même si on a fini de digérer la glace, que voilà, on a. Voilà, ça couvre parce que c'est plus. Hein? Ça, voilà. Si vous rentrez dans des chélotes, là, il faudrait être très sûr en soi. C'est tout le problème qu'on a avec on en a parlé à Pessar, vous vous rappelez? C'est que quand le premier verre de vin, il est digéré et on ne fait jamais la brachona dessus. Parce que quand on arrive à la fin, ben, on l'a complètement digéré. Alors, il y a un tas de pilpoulim dans la chavanim sur ça. Comment ça se fait qu'on peut se permettre de rester 1 heure, 2 heures à raconter la Haggadah et on ne fait jamais la brachona sur le premier verre du Kiddush. Voilà, messieurs, dames. Donc, très content, Baruch Hashem, de reprendre avec vous. J'espère qu'on va partir avec plus de force et on va approfondir, comme je vous dis. C'est très intéressant qu'il a dit. Pardon? Que, par exemple, les fruits. Oui. J'entends plus. Les fruits, ouais. J'entends plus. Bah, nous non plus. Bon. Donc, on va garder la question pour la prochaine fois. Comme je vous disais, Ktiva Bechatima Tova à tout le monde. On repart de plus belle. Comme je vous dis, cette année, on va reprendre de fond en comble les halachot Shabbat. Et bien que ça va être des redites, mais vous allez voir, je me suis rendu compte au collège cette année, des choses que j'ai dites de nombreuses fois, mais à chaque fois, c'est toujours des nouveaux ridushim, des nouveaux pratim, des nouvelles. Voilà, des nouveaux détails, et c'est ça que Hachem il demande de nous, qu'on rentre toujours un peu plus profond dans sa Torah. Allez, Shana Tova tout le monde. Shana Tova. Merci beaucoup. Dans le bonheur, dans la joie, dans la santé, tous les inanimes. Merci. Amen. Amen.